questions économiques du pays s'invitent dans ces plateaux avec un analyste politique et analyste des questions également politiques du pays. Il est chercheur, il s'appelle Michel Michoma. Nous allons pouvoir revenir sur l'économie qui est extravertie, notre économie. Pourquoi elle reste dans cet état depuis belle lurette? Nous aurons les réponses avec lui. C'est un entretien d'habitude qui est co-animé avec Désiré Mboloa qui est à ma gauche. Michel Michoma, nous sommes très ravis de vous recevoir dans ces plateaux. Merci beaucoup. Alors, je vous ai présenté comme analyste politique, mais vous avez beaucoup de casquettes, hein, mais l'économie, c'est vos dada. Nous allons commencer d'abord avec l'économie. Nous attendons dire que l'économie générale a une sorte de prévalue dans presque toutes les nations. En RD Congo, quand on dit une économie nationale, ça veut dire quoi concrètement? Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord parce que c'est une opportunité que vous m'offrez en m'invitant dans votre émission. Je suis très content, très honoré. Je suis Michel Michoma, comme vous l'avez dit, et je suis doctorant en économie appliquée et thésard parce que je suis inscrit pour la thèse d'ici quelques années. La question de l'économie, c'est une question très délicate qui nécessite certainement beaucoup de réflexions. Lorsqu'on parle de l'économie nationale, on voit d'abord l'ensemble de tous les opérateurs économiques qui exploitent dans cet environnement-là. Par exemple, lorsqu'on parle de l'économie nationale congolaise, on fait la référence à tous les opérateurs économiques dans tous les secteurs de l'économie, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires aujourd'hui. Tous ces secteurs-là, tous les opérateurs économiques qui exploitent forment alors ce que nous appelons l'économie nationale congolaise. Alors, bref, dans peu de mots, notre économie, elle est toujours dépendante de l'extérieur. Ça, nous l'avons entendu quand nous étions petits et nous grandissons avec presque les mêmes termes. Qu'est-ce qui fait que cette économie dépend toujours de l'extérieur? Oui, l'économie est toujours dépendante sur plusieurs aspects. D'abord, l'économie, dans son ensemble, elle est subdivisée en quelques compartiments, ce que nous appelons les différents marchés. En économie, il y a trois principaux marchés. Nous avons le marché de biens et de services, le marché sur lequel vous pouvez vous rendre pour vous approvisionner, acheter de biens, acheter de services. Mais nous avons aussi le marché des capitaux, qui est un marché sur lequel s'échangent de capitaux, mais nous avons aussi le marché de l'emploi. Ce sont les trois principaux marchés qui composent l'économie. Et lorsqu'on parle de l'extraversion de l'économie, ça veut dire on regarde sur les trois marchés, on comprend qu'il est impossible que ces trois marchés subsistent en eux-mêmes. Il faut toujours que soit l'offre ou la demande viennent de l'extérieur. Alors cette fois-là, les opérateurs économiques nationaux ne peuvent pas se suffire, s'autosuffire, soit ne peuvent pas eux-mêmes couvrir le besoin réel de cette économie. Alors ils sont tentés à tout moment de tendre la main vers l'extérieur, soit en termes de main-d'œuvre, soit en termes de biens, de services, en termes de capitaux. On tend toujours la main vers l'extérieur. Et notre cas aujourd'hui, je reste d'abord sur le marché de biens et de services. Qu'est-ce qui s'y passe? Nous sommes dans un environnement où nous n'avons pas une production suffisante, ne fût-ce que pour la couverture de besoins au niveau national. Et ce manque de capacité à couvrir le besoin national fait que le reste, le résidu du besoin qui n'est pas jusque-là satisfait, alors on nous oblige de tendre la main vers l'extérieur. C'est comme ça que nous avons des importations trop élevées par rapport aux exportations qui sont trop insuffisantes et qui sont concentrées dans un seul secteur, qui est le secteur industriel. Plutôt, le secteur minier, j'allais dire. Très bien. Désiré? Monsieur Michel, qu'est-ce qui fait que notre économie, depuis l'indépendance, ça veut dire de 1960 jusqu'à aujourd'hui, elle n'est subie aucun changement?
elle demeure extravertie. Est-ce que c'est parce que le Congolais n'a pas été formé par le Belge, ou c'est le Congolais qui ne maîtrise réellement pas son économie sur terrain? Bon, la question, la répondre, je vais peut-être la prendre sur quelques dimensions différentes. Dire que l'économie n'a pas évolué, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des évolutions, parce que l'évolution peut être en moins ou en plus, c'est toujours une évolution. L'économie, notre économie n'a pas connu une très bonne progression. Ça, je l'admets. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faits qui justifient cela. Nous avons fait face à beaucoup de guerres d'agression, nous avons fait face à beaucoup de turbulences politiques, beaucoup d'instabilité politique et beaucoup de changements de régime. Chaque fois, chaque régime... Mais ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait, mais il y a toujours une économie qui n'est pas extravertie comme la RDC. Ailleurs, ça se fait. Alors, c'est comme ça que j'ai dit que je vais prendre la question sur plusieurs dimensions. Ici, je suis dans une dimension, j'analyse les causes. Le principal cause, c'est ce que je suis en train de citer. D'abord, nous avons fait face aux guerres d'agression, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, avec le Rwanda. Les guerres des successions. Donc c'est un facteur qui bloque notre économie. Exactement. C'est sur base de quoi? Parce qu'une économie ne peut pas être stable avec les guerres. Lorsque vous prenez le budget de l'État, vous allez vous rendre compte que les guerres sont inscrites dans les urgences. Et si par exemple qu'on avait prévu construire ou créer telle entreprise, directement ces fonds seront détournés parce qu'on ne va pas accepter que nos compatriotes continuent à mourir pendant que de l'autre côté nous chercherons toujours à maintenir pour investir ou soit construire. Non. Vous voyez? Donc les guerres ont un impact très significatif sur le fonctionnement, le bon fonctionnement même de l'économie. Les guerres de sécession que la RDC a connues sont également à la base de non-progression, de la non-évolution de notre économie également. Mais il y a aussi un autre aspect très important, c'est la volonté, le manque de la volonté politique dans les chefs de nos dirigeants. Parce que ça, c'est très important, il faut le signaler. On ne doit pas toujours rejeter la faute sur les guerres, mais toutes ces guerres-là, il y a possibilité, selon les différentes voies qui sont disponibles, de comment on peut mener des mesures pour mettre fin à cela. C'est possible. Il y a des guerres, mais il y a des détournements qui se font jour et nuit. Oui, les détournements font partie alors de ce manque de volonté politique. Parce que comment on peut vouloir faire évoluer l'économie et en même temps, les fonds alloués à tel projet, à tel autre projet sont détournés. L'économie ne peut pas évoluer. Vous ne trouvez pas que la faute revient un tout petit peu à Joseph Mobutu, qui a zaïrianisé l'économie, à l'époque zaïroise, bien sûr, à la place de laisser l'économie entre les mains des Belges? La zaïrianisation a en fait ses côtés positifs, mais aussi ses côtés négatifs. Elle n'était pas mauvaise, l'idée. Parce que, certainement, il fallait... L'idée du départ... C'était qu'on voulait que le président Mobutu voulait à ce que les Congolais s'approprient de leur économie. Alors, dans l'amateurisme, sans connaissance, sans savoir. C'est là qu'il y a le côté négatif. Mais la quintessence de l'idée en soi n'était pas mauvaise. Il fallait que les Congolais s'approprient de leur économie. Il fallait que les entreprises soient gérées par les nationaux. Certainement, il y avait certains préalables qu'il fallait remplir avant d'arriver à la décision finale. Ce qui n'avait pas été fait, c'est comme ça que ça a été un échec. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Mais après ça, bien qu'il y ait eu cette réalisation, mais au moins après ça, il y a eu beaucoup d'avancées, mais qui, après, suite à toutes ces causes que je venais de pingler ici, l'économie, c'est encore beaucoup plus englouti que... Aujourd'hui, par exemple, l'État fait beaucoup plus confiance aux étrangers. Nous avons le cas des Libanais qui sont en RDC ici, un peu partout à Kinshasa. Ce sont eux qui fabriquent le pain. Ce sont eux qui font cela. Et jusqu'aux petits commerces, ce sont eux qui vendent, même les bics,
un stylo servant par un Libanais. Est-ce que ce n'est pas non seulement la mauvaise volonté, mais aussi le politique congolais sacrifie sa population au profit de sa poche? Oui, en fait, je demanderai quelques minutes pour très bien éclaircir la question. En fait, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par le pouvoir en place. Ça, on doit le reconnaître. Récemment, d'ailleurs, avec ce gouvernement, je crois que c'était en début, qu'est-ce que je dis, au mois d'août, vers mi-août, je crois, il y a eu le ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko, a en fait annoncé de mesures urgentes pour lutter contre la vie chère. Ce sont des très bonnes mesures. Lorsque vous regardez, vous analysez mesures une après l'autre. Sur papier. Sur papier. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment waouh, c'est très bon. Mais dans l'application... C'est sans impact. C'est sans impact. Pourquoi? Je vais donner la raison. Dans l'application, il se pose un problème. Pourquoi? Parce que en économie, les décisions sont prises pour changer en fait les conditions de vie de la population. Mais ces décisions se prennent à deux volets. Nous avons le volet structurel et le volet conjoncturel. Et toutes ces mesures prises s'inscrivent dans le cadre conjoncturel. Ça veut dire nous résolvons le problème aujourd'hui, mais demain, après-demain, les problèmes persistent, continuent. Or, en réalité, la politique n'est pas là pour solutionner des problèmes de manière conjoncturelle, non. Mais plutôt, c'est vrai, on doit trouver des solutions à l'immédiat, mais lesquelles solutions permettent de rester de manière permanente et satisfaire aussi à tous les problèmes qui peuvent surgir après. Malheureusement, ça pose problème au niveau de la pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mesure structurelle très forte qui est prise pour permettre à ce que l'économie redevienne forte comme on le veut. C'est ce qui fait que moi, par exemple, j'ai toujours conseillé, en plus de ces mesures conjoncturelles, il faut les accompagner par d'autres mesures structurelles, par exemple la soutenance de l'entrepreneuriat. Vous l'avez dit vous-même, dans presque tout le secteur de la vie sociale, les entrepreneurs sont des étrangers. Et même au niveau des banques. Comment expliquer que nous, Congolais, qui sommes là, tout ce que nous pouvons gagner en termes d'argent, même par nos activités économiques, même par nos activités professionnelles, nos salaires, on nous les paye que dans des banques qui ne sont pas congolaises. Vous voyez? Et comment vous pouvez espérer que cette économie se relance dans ces conditions-là? Non. Il y a la création récemment ici, c'était en 2021, je crois, du FOGEC. Le FOGEC qui est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. C'est une structure très importante qui, si en fait elle était prise au sérieux vraiment, elle apporterait beaucoup. Parce que c'est une structure qui se veut être là pour accompagner les entrepreneurs congolais, les booster vers l'avant en mettant à leur disposition des fonds et en se portant, elles, garant au niveau des institutions financières. Mais lesquelles institutions financières qui appartiennent encore aux étrangers? Ça veut dire que même si le fonds de garantie, le FOGEC, mobilise les fonds selon les quotités qui lui sont attribuées, mobilise ces fonds-là, ces fonds seront encore orientés vers les banques. Mais qu'est-ce que les banques font? Elles réunissent ces fonds, elles les amènent, mais en priorité, elles les orientent vers les projets qui leur sont soumis par leurs compatriotes qui viennent pour investir. Exactement. Moi, je participe. Ça veut dire que le Congolais enrichit l'étranger au les détriment de son compatriote. De ses compatriotes, vous voyez. Ça, c'est ça la réalité. Moi, j'ai participé dans beaucoup de fois de réunions qui parlent, dans lesquelles on parle de fois sur l'entrepreneuriat, de chambres de commerce comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Un Congolais vient avec un projet. Dans son projet, il a déjà une entreprise existante, avec tous les documents possibles, RCSM, ainsi de suite. Il introduit
il a peut-être besoin d'un financement, pas pour aller commencer une activité, mais parce qu'il veut exactement juste être boosté. Mais il y a un étranger qui vient avec juste un projet. Peut-être qu'il n'a même pas un document. Et ces projets-là n'ont même pas coulé sur un papier. Qui n'a rien. Qui n'a rien. Mais parce que C'est un étranger. c'est un On étranger, lui donne les fonds. il bénéficie d'un accompagnement au détriment du Congolais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une banque. Qu'est-ce qui crée ce déficit-là? Alors, ce qui crée ce déficit, c'est d'abord le manque de volonté de nos politiques. On n'a pas confiance Parce aux que ce Congolais. sont eux qui ont la... Non, 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 non. Au niveau c'est parce qu'on n'a pas confiance aux Congolais, mais aussi la décision ne revient pas aux Congolais. La décision d'octroyer le financement, Les fonds. Ok. d'accompagner, cette décision-là ne revient pas aux Congolais, mais plutôt ça revient aux étrangers, parce que ce sont eux qui sont les détenteurs des capitaux dans les banques. Ouais. Exactement. Voilà. Donc c'est ça. Alors, si aujourd'hui, moi j'ai toujours conseillé à ce que les structures qui en fait doivent accompagner, qui doivent en fait promouvoir l'entrepreneuriat, il y a par exemple l'ANADEC, il y a le FOGEC, on a le PRONADEC, le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui, lorsque vous les lisez, il détaille beaucoup de choses, mais qui ne sont jamais mises en pratique. D'accord. Il y a possibilité de relancer cette économie. Le PRONADEC, en fait, il prévoit déjà toutes les mesures possibles pour garantir de manière structurelle notre économie. Malheureusement, cela n'est jamais mis en Moi, place. j'ai une autre question concernant le secteur minier dont on sent que l'État a des yeux rivés. Quant à même quand vous avez dit vous-même, vous l'avez évoqué, que c'est l'exploitation minière qui a une sorte de prévalu dans les recettes de la République. Est-ce un problème ou bien un défaut que nous ayons comme atout les mines et ces recettes? Ce n'est pas un défaut. La RDC, déjà, on sait, on l'a appris, on l'étudie chaque jour ici, que nous sommes, en fait, nous avons une terre très riche, oui. un scandale géologique. Nous avons une terre, un sol et un sous-sol très riches en minerais. Et Potentiellement. ne fût-ce que ça, oui, jusque-là, c'est une potentialité, mais ce n'est pas une réalité jusque-là, parce que aussi longtemps que nous resterons dans l'extraction, sans passer à l'étape de la transformation, en fait, on ne bénéficiera pas en réalité de nos minerais. Mais au moins parce que nous en avons. Nous avons des gisements très importants de minerais. C'est normal qu'on ait cette économie dont le secteur minier prend le dessus sur les autres secteurs. Mais c'est ça ce qui fait que notre économie reste jusque-là dans cette extraversion que nous condamnons. Or, la solution à cette extraversion, c'est quoi? C'est la diversification. La diversification consiste à ne pas toujours avoir l'œil, soit la face tournée vers le minerai, mais nous avons les sols. Alors, moi, par exemple, j'avais aimé les discours d'introduction du président à son premier mandat, lorsqu'il avait dit il voulait à ce que les sols prennent le dessus sur les sous-sols. Ça veut dire que n'a pas été fait, ce qui malheureusement par la suite. n'a pas été fait. Alors, ces jusque-là. blocages, d'après vous, comment vous l'interprétez? Ces Manque blocages- d'hommes ou bien manque de volonté? Il y a manque de volonté, pas au niveau du chef de l'État, mais surtout au niveau de ses collaborateurs. Ça, on doit le dire ouvertement. Il y a un manque de volonté au niveau de collaborateurs du chef de l'État qui ne s'approprie pas vraiment de sa Vision. vision selon la manière dont il a défini lui-même. Parce que le président peut avoir donné juste les grandes lignes, mais ce sont ses collaborateurs, les membres du gouvernement, qui doivent s'approprier de cette vision de grandes lignes, mais en faire alors les détails. Alors, si l'économie n'est pas diversifiée et que la RDC reste toujours esclave de ses mines, quelqu'un a dit que les matières premières sont également puisables dans les sous-sols, Exactement. comme les cas de la Belgique. Que deviendrait le pays de Lumumba?
Oui, ça, ce sont de grandes questions dans les recherches dans beaucoup de centres de recherche en économie. Parce qu'aujourd'hui, on doit se regarder en face et dire, nous avons aujourd'hui certainement ces gisements, mais qui sont puisables, qui un jour, 50 ans, 100 ans après, on n'en aura plus. Alors c'est maintenant, aujourd'hui déjà qu'il faut prendre des mesures dans le sens à prévenir les chaos. Et prévenir les chaos, c'est si on peut espérer notre PIB être constitué à 50% de minerais, mais il faut alors que les 50% proviennent des autres secteurs. La terre, c'est en fait la ressource qui ne s'épuisera jamais. Peut-être, surtout nous avons des grands espaces de terre arables jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas jusque-là exploités. Et si on pouvait mettre en valeur nos espaces, nos étendues de terre, alors cela permettra à ce qu'on utilise de manière économique nos gisements miniers au profit de nos terres qui, on sait que si peut-être on utilise cette partie, pendant qu'on peut utiliser l'autre ici reste, il y a une période qu'on appelle en économie la période de jachère. C'est cette période qui permet à ce que la terre se reconstitue et se fertilise encore davantage afin de la remettre encore en exploitation. Donc la terre, c'est une ressource qui ne va pas s'épuiser. Par contre, les minéraux sont épuisables. Mais qu'est-ce qui explique que les FMI, à l'époque de l'ancien patron des finances, avait coté la RDC comme un bon élève dans sa revue pour l'exercice 2023? C'était sur base de quel indicateur? Je vais vous donner un exemple trop peut-être banal. Je prends l'exemple, nous tous ici, nous sommes parents. Nous gérons quand même nos maisons. Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Je peux aller contracter un crédit dans une banque. Je viens avec ces crédits, je fais un effort de les rembourser sans connaître un retard. N'est-ce pas? Lorsque je rembourse sans connaître un retard, qu'est-ce que la banque va me dire? Je suis un très bon client. Mais est-ce que cela rassure le fait que dans ma maison, tout a été très bien fait? Non. C'est possible que j'ai bien remboursé le crédit, mais de l'autre côté, dans ma maison, mes enfants pleurent de faim là-bas. C'est possible. Alors, mais pourquoi devons-nous postuler toujours dans des institutions de Bretton Woods pendant que nous avons des questions épineuses à réguler sur le plan interne? Oui. Vous savez, dans l'exemple que je venais de prendre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien satisfait le besoin de sa maison en remboursant très bien son crédit que le crédit est mauvais. Non. Le crédit en soi, il n'est pas mauvais. Mais c'est l'utilisation faite du crédit qui est un problème. Et le timing donné par la banque. Le timing, on peut ne pas le respecter, mais si on l'a utilisé pour des objectifs très quantifiables, on peut renégocier les délais de remboursement. C'est possible. Parce que nous avons des cas, par exemple, de gens qui ont pris des crédits, mais la banque ne leur avait pas facilité la tâche. Oui. Je prends le cas du FPI, oui. Qui, aujourd'hui, vous venez hypothéquer vos documents parcellaires pour prendre l'argent, par exemple, à 6 mois. Vous avez déjà les documents, 6 mois s'épuisent, vous n'avez pas de fonds, on vient vous donner les fonds à 7e mois, 8e mois, on bloque le document parcellaire. Oui. Ça veut dire que la banque elle-même ne vous facilite pas la tâche d'évoluer. Exactement. En fait, ces questions. Et ce sont des réalités congolaises. Ce sont des réalités congolaises. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, dans un système bancaire, il y a plusieurs types de banques. Non, je voulais parler d'ailleurs du système financier. Dans un système financier, il y a plusieurs types d'institutions financières et chaque institution a un rôle particulier. Le problème de la RDC, c'est quoi? Dans notre système financier, il y a des institutions financières qui n'existent pas. Maintenant, parce que ces institutions-là n'existent pas, on cherche à satisfaire le besoin qu'aurait satisfait cette institution-là avec les autres institutions. C'est là qu'il y a un problème. Ce qui est déjà Je vous donne difficile. un exemple. Voilà. J'ai, par exemple, besoin de... J'ai un projet, un très bon projet. Très bien, avec des très bonnes études du marché menées,
les données vérifiables, un projet vraiment bancable. Et j'en cherche le financement. En réalité, il n'y a aucune banque ici qui peut financer un projet. Parce que ce sont des banques commerciales qui ne exploitent que dans les courts termes. Même pas le FPI. Projet, même pas FPI. FPI, c'est un fonds qui accompagne. C'est un fonds qui accompagne Allez-y. les entreprises qui évoluent dans le secteur industriel, mais déjà existantes. Le FPI n'est pas là en réalité pour financer des projets. Normalement, non. C'est par défaut que, des fois, il y a même certaines autres... il y a même des fois, certains autres petits projets, et même les projets de l'État que, par défaut, on les oriente vers le FPI pour être financés. Mais en réalité, le FPI ne pouvait pas financer les projets. Le FPI pouvait accompagner les entreprises industrielles dans leur épanouissement. Donc le FPI le fait à défaut. C'est vraiment à défaut que le FPI doit faire cela. C'est un fonds d'accompagnement industriel. Vous voyez, l'accompagnement industriel, c'est un des services financiers qu'on peut trouver dans un système financier quelconque. Par exemple, le dollar, je prends un exemple d'un facteur qui bloque l'économie congolaise. Nous avons la dollarisation pratiquement de l'économie congolaise. Un peu partout, vous trouverez qu'il y a des dollars qui règnent. Vous allez dans des magasins des étrangers, c'est le dollar. Dans les magasins des Congolais, c'est le dollar. Est-ce que vous ne trouvez pas que la dédollarisation de la monnaie congolaise pourrait permettre la fluidité de l'économie congolaise? Exact. La dédollarisation va permettre certainement d'améliorer un tout petit peu l'économie. Mais qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que nous ayons toujours une économie fortement dollarisée? C'est parce que, comme je l'ai dit au départ, nous ne produisons presque rien. Même ne fût-ce que pour notre autosuffisance. Pour ne fût-ce que notre subsistance, la production est insuffisante. Ça dépend de la production? Oui, oui. Mais en Angola, ici, l'Angola a dédollarisé sa monnaie. Aujourd'hui, vous allez en dollars, avec des dollars en Angola, vous n'achèterez rien. Demandez alors quel est le niveau de la production agricole de l'Angola, vous allez vous rendre compte. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'une économie produit, c'est cette production-là qui, après avoir satisfait les besoins au niveau de frontières, de la limite de nos frontières, et qu'il reste encore une autre production qui doit être exportée, c'est cette production exportée vendue à l'extérieur qui ramène les dollars. Donc, lorsque nous exportons, il y a un retour des dollars. Mais lorsque nous importons, ça veut dire nous faisons venir de l'extérieur le bien de notre propre consommation, ceux qui viennent le vendre repartent avec les dollars. Or, en économie, les dollars, la monnaie est un bien qui répond aussi à la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que lorsque il y a plus de dollars qui entrent, ça veut dire qu'il y aura ici, la circulation des dollars. Il y aura beaucoup de dollars qui circulent. Ça veut dire qu'il y aura une très forte offre des dollars. Et un bien qui est beaucoup offert, c'est ces biens-là qui baissent le prix. Vous voyez? Parce que lorsque l'offre augmente, les prix baissent. Mais lorsque la demande augmente, les prix fait comment? Augmente aussi. C'est ce qui se passe. Plus il y a exportation, plus il y a rareté des dollars. Qu'est-ce que je dis? Il y a abondance des dollars. Oui. Et parce qu'il y a abondance des dollars, alors le prix du dollar va faire comment? Va diminuer. Et le taux d'échange va chuter. Mais parce qu'il y a beaucoup d'importations et que toutes ces importations constituent une fuite des capitaux, une fuite des dollars. Alors, c'est pourquoi les dollars deviennent une monnaie la plus demandée. Et parce que ça se demande plus, alors les taux d'échange ne font que grimper. Alors, la solution, c'est quoi? La solution structurelle, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de solutions conjoncturelles qu'on propose, que la Banque centrale essaie de mettre en place, mais qui ne tiennent pas debout parce que ce sont des solutions juste momentanées. Et la solution structurelle, c'est le passage par
la promotion de l'entrepreneuriat et un entrepreneuriat congolais, bien sûr, lequel cet entrepreneuriat permettra à ce que l'on crée beaucoup d'entreprises dans beaucoup d'autres secteurs, à part le secteur minier, et la production agricole, par exemple, va augmenter. Quand la production agricole augmente, ça veut dire que nous serons en mesure de nous autosuffire au niveau alimentaire, et cela permettra à ce que les importations dans le secteur de produits alimentaires diminuent. Et lorsque les importations diminueront, alors la monnaie nationale va s'améliorer automatiquement. Et l'économie sera dédollarisée. Par exemple, le chef de l'État qui a promis la création de millionnaires congolais dès son premier mandat jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes économiste, je ne sais pas si nous avons déjà des millionnaires congolais. Que doit faire le chef de l'État? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent des questions sur la création de millionnaires congolais. Oui, ouais. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, nous recevons beaucoup de gens ici, mais il y en a qui pensent que le chef de l'État n'a pas su créer des millionnaires congolais. Quelles peuvent être les propositions que vous pouvez formuler au chef de l'État pour qu'il aboutisse à son plan? Je ne partage pas d'abord déjà l'avis avec vous lorsque vous dites que le chef de l'État n'a pas su créer des milliardaires, soit des millionnaires, mais plutôt je voudrais contextualiser son allocution en fait. Lorsqu'il a parlé de la création des millionnaires, c'était dans un contexte bien précis. Il parlait de l'ARSP. L'ARSP qui est en fait l'autorité de relation de la sous-traitance dans le secteur privé, oui, qui est une structure technique avec comme mission de veiller à ce que les grandes entreprises qui évoluent dans le secteur minier, quand il faut, il y a deux marchés, que ces marchés-là ne soient pas orientés, ne soient pas accordés aux étrangers, oui, mais plutôt que ça soit accordé beaucoup plus aux nationaux. Chose faite aujourd'hui? Chose faite aujourd'hui. Chose faite? Oui, peut-être que vous n'avez pas l'information. Mais moi, donc aujourd'hui, nous avons des millionnaires congolais? Non, vous savez, devenir millionnaire, ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas parce que vous avez gagné un seul marché que vous devenez millionnaire. Je ne pense pas. Oui, mais il a dit dans 5 ans. Il a même donné, un timing. Un millionnaire, c'est qui? Vous savez qu'on est millionnaire pas seulement parce qu'on a 1 million en compte, mais lorsque vous avez un projet qui peut générer des millions, vous êtes millionnaire sans le savoir. Mais je ne suis pas dans ça. Mais au moins, je voudrais ici rassurer que les contextes dans lesquels le chef de l'État avait parlé étaient vraiment précis. On parlait de l'ARSP qui joue jusqu'à aujourd'hui son rôle. Mais pas de la création des entreprises, de petites et moyennes entreprises. Maintenant, c'est dans cette optique-là qu'il y a beaucoup de structures qui sont créées pour booster l'entrepreneuriat. Les cas du FOGEC. Il y a eu création du FOGEC toujours dans le sens à se dire, parce qu'on se veut créer des millionnaires, mais ces millionnaires, il y a les autres qui n'ont que jusque-là de projets qui soit ont déjà commencé mais ils n'ont pas assez de fonds. Alors le FOGEC se portera garant auprès des institutions financières pour booster ces activités et leur permettre d'avoir le financement. Mais le problème se pose au niveau de la mise en application des objectifs, des missions pour lesquelles le FOGEC avait été créé. C'est là qu'il y a un problème. Je peux là au moins vous dire que le FOGEC n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à jouer pleinement son rôle. Alors, si les millionnaires ne sont pas créés, je ne pense pas qu'on doit revenir vers le chef de l'État. C'est vrai, c'est lui le numéro 1. C'est à lui, certainement, qu'on demandera les comptes. Mais il travaille avec les collaborateurs. Il a créé, lorsque déjà il y a une ordonnance créant le FOGEC, alors l'exécution, c'est aux animateurs du FOGEC. Donc pour vous, le fait que le chef de l'État... Oui, allez-y. Ce que moi je peux peut-être demander au chef de l'État, c'est de veiller à chaque fois, juste après la création, on signe l'ordonnance, mais il doit vraiment être derrière pour se rassurer de la mise en application des instructions données. Parce qu'on peut donner des injonctions, mais lorsqu'il n'y a pas un suivi, alors ces injonctions peuvent ne pas être exécutées. Et si on a ces suivis-là permanents,
on peut savoir que là, ça marche, et ça ne marche pas. Et là où ça ne marche pas, il faut que le chef de l'État vienne avec un fouet. Et le fouet, c'est la justice. Vous voyez? Donc, c'est là. Il faut vraiment... On vit presque dans une impunité totale. C'est là qu'il y a les problèmes. Or, s'il y avait des sanctions qui se suivaient derrière chaque détournement, derrière chaque faiblesse dans l'exécution de sa mission, je ne pense pas qu'on aurait vécu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Très bien, dans quasiment 6 minutes, on termine cet entretien. Les questions à caractère économique ne sont pas épuisées. Monsieur Désiré a des choses à vous dire et des questions à vous poser, mais je voudrais qu'on prenne la dernière thématique, la cohésion nationale, les dialogues souhaités par Martin Fayoulou, qui pense que l'insécurité qui mine la partie orientale doit être cet arbre à palabres devant réunir les Congolais pour juguler cette question de telle sorte que l'inquiétude de la population soit au zénith. Chose pas souhaitée et voulue par le président Tshisekedi qui a dit qu'il n'est pas ni preneur ni demandeur. Vous, votre analyse par rapport à la cohésion nationale de Martin Fayoulou? Bon, en fait, la cohésion nationale, il n'y a personne qui peut la refuser. C'est comme je l'ai dit, le contexte est très important pour très bien comprendre et analyser les dires d'une personne. Ce que le chef de l'État a dit, je ne crois pas qu'il a dit qu'il ne veut pas de la cohésion nationale. Je ne pense pas. Il veut certainement de la cohésion nationale, mais dans un cadre vraiment institutionnel. C'est-à-dire... Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir légitime, nous avons les institutions qui jouissent d'une certaine légitimité, vraiment très bien établie. Je ne vois pas pourquoi on doit chercher une cohésion nationale en dehors des institutions, non. Là, même moi, personnellement, je ne suis pas parti. Je ne fais pas partie de ces raisonnements-là, mais plutôt je suis pour la cohésion nationale dans les cadres institutionnels. Dans les institutions, on a un parlement, on a un gouvernement. Lorsque on veut une cohésion, nous avons une représentation nationale. Les députés sont là pour exactement ça. Lorsque on veut une cohésion nationale, le président, vous avez parlé de Martin Fayoulou. Le président Martin Fayoulou, c'est un homme très respectueux. Il ne peut que, comme on l'a vu l'année passée, on a vu le professeur Noël Tchani n'était pas député, mais il a fait introduire sa loi à travers un député. Il y a une proposition comme ça qui peut venir. Vous êtes un citoyen congolais, vous pouvez avoir une proposition à faire, passer par la représentation nationale, on va débattre la question et nous sommes en démocratie, la plénière va se réunir, la loi de la majorité. Bref, vous êtes partant pour le dialogue proposé par Martin Fayoulou, oui ou non? Oui Je ou ne non? suis pas partant du dialogue dans un cadre hors institution, mais je suis partant du dialogue dans les cadres institutionnels, lesquels dialogue doit se faire au Parlement avec une Assemblée nationale, le Sénat qui sont là. Oui, nous prenons l'angle, par exemple, excusez-moi, M. Vincent, nous prenons l'angle proposé par M. Martin Fayoulou, qui n'est pas aujourd'hui. Donc il n'est pas dans les cadres institutionnels. Tout à fait, tout à fait. Mais il parle au point d'une question qui touche la vie du Congolais. Oui. Il parle de l'insécurité dans la partie Est. N'oubliez pas qu'il y a une partie de la République qui n'est pas gérée par la République. Rutshuru, Bunagana, aujourd'hui, sont gérés, Masisi justement, sont gérés par le Rwanda. Et c'est la monnaie rwandaise qui circule. Martin Fayoulou, voyant cela, il trouve que le Congo risque de partir et le Congo subit déjà la balkanisation. D'où l'informel vient solliciter le formel. Où est le mal selon vous? Il n'y a pas ici, là, un mal. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est ceci. Aujourd'hui, nous avons des institutions légitimement établies. Oui. Et ces institutions-là permettent à ce que l'État fonctionne. Lorsqu'il y a un citoyen qui ne fait pas partie des institutions, mais qui a une idée, il y a la Constitution prévoit... Non, pas qu'il y a une idée, mais qui trouve qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Et le problème est évident. Maintenant, il a une idée pour solutionner les problèmes. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est cette idée-là qu'il veut proposer. On la propose à qui?
à ceux qui gèrent. Oui. Et il y a des mécanismes par lesquels on peut amener son idée et la proposer à ceux-là qui sont à la gestion de la Pris chose. par le temps, Voyez? c'est un entretien. Donc, c'est comme ça. Terminez votre phrase. Oui. J'étais en train de finir pour dire, aujourd'hui, les problèmes de la sécurité, c'est une question d'ordre national. Certainement, il n'y a personne qui veut à ce que nos compatriotes continuent à être tués, massacrés. Non, personne. Mais au moins, nous devons rester dans une logique selon laquelle j'ai une idée que je devais proposer, alors je dois la soumettre dans un cadre, dans un processus très bien institutionnalisé, c'est selon ce qui prévoit la Constitution. Or, si j'essaie d'aller en dehors de cela, ce que je viole moi-même la Constitution, et cette proposition ne sera pas la bienvenue. Je vous donne par exemple le cas dans presque tous les discours du chef de l'État, lorsqu'il parle de la question sur la sécurité, il dit toujours, il fait appel, il tend toujours la main à tout le monde. Je ne suis pas ici pour le défendre, mais je reste dans un raisonnement très logique. Très bien, nous avons fini cet entretien. Michel Michoma, merci infiniment d'être passé et d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs, mais également nos followers à travers les multiples plateformes des réseaux sociaux, de votre attention sympathique. Nous allons nous retrouver très prochainement avec notre invité pour parler du Congo. À toutes et à tous, à très vite.